de m'avoir invité et merci à Didier Pachout que j'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps. Je n'ai pas prévu, puis je me dis tiens, je vais vous poser une petite question pour commencer. Est-ce que vous pouvez lever le doigt ceux qui se considèrent comme croyants? Ne me demandez pas de définir ce que c'est croyant. Croyant, mais on croit... Est-ce que vous êtes... Oui. Je ne définis pas. Est-ce que vous vous considérez comme des croyants plutôt? Ok. Et vous pouvez lever le doigt ceux qui se considèrent comme des sceptiques? Ok. Bon, ça, je vais pouvoir... Pardon. Ah, d'accord. Ah, les deux. Ah bon, ça... Après, je vais vous raconter une autre petite histoire, mais c'est pas une histoire, c'est vrai. Ce matin, j'ai failli ne pas venir, parce que en me levant, je me suis rendu compte que j'avais une hémorragie interne de l'œil droit. Mais on ne le voit pas, parce que c'est en interne, et donc je me suis dit, mais c'est un peu embêtant. Ça m'est arrivé il y a quelques mois. Et je me suis dit, peut-être que je ne pourrais pas venir. Voilà. Vous me croyez? Pour savoir. Est-ce que vous pouvez lever le doigt, ceux qui me croient? Ok. Et ceux qui ne me croient pas? D'accord. Donc il y a des sceptiques qui sont croyants, en fait. Là, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Bon, enfin, après, on reviendra là-dessus. Vous verrez si je vous ai raconté une histoire ou pas, je vous dirai. Donc, si on peut mettre le PowerPoint, parce que c'est voilà, plus facile. Alors, je vais vous parler, donc, fait mention dans le titre de position radicale, de croyance radicale. Moi, plus généralement, je m'intéresse aux croyances infondées. On va dire que le radicalisme fait partie de certaines croyances infondées, mais ça, c'est pas exactement la même chose. Alors, pour moi, quand est-ce que je parle de croyances infondées? C'est quand il y a un décalage évident entre des éléments théoriques ou empiriques dont vous disposez pour soutenir une croyance, et la force, la conviction, la certitude que vous avez au regard de cette croyance. Quand le décalage est énorme, alors il y a un problème, il y a quelque chose de l'ordre de la croyance infondée. Ce sont ces croyances-là qui m'intéressent et qui sont de nature très diverse. Et à l'intérieur de ça, il y a des croyances qu'on ne peut pas mettre au même niveau. Par exemple, croire en Dieu, je m'excuse, des croyants au sens religieux du terme ici, est une croyance infondée. Vous avez peut-être tout à fait raison d'y croire, mais c'est une croyance infondée au sens où je le définis. De même qu'est une croyance infondée le fait de croire que si on touche du bois, ça va bien se passer. Donc il y a une multitude, bien sûr, de croyances infondées. Les croyances infondées ne sont pas nécessairement fausses. Elles peuvent s'avérer vraies. Mais elles le sont probablement parce que quand on dispose de peu d'éléments théoriques ou empiriques pour soutenir une croyance, la probabilité que ces croyances soient fausses est assez grande. Donc c'est ça qui m'intéresse. Alors ce que je voudrais vous dire, c'est que les croyances sont, de mon point de vue, comme un effet secondaire. Alors on pourrait dire indésirable, mais là je prends parti. Alors je vais me contenter de dire c'est un effet secondaire de la puissance du système cognitif. C'est-à-dire que notre cerveau a évolué pour nous doter de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un organe quand même d'une puissance assez incroyable, mais ce cerveau n'a pas évolué pour croire, mais la puissance cognitive qu'il a acquise au fur et à mesure de la phylogénèse a fait qu'il rend très probable la croyance. Et de mon point de vue, la croyance est un état naturel, spontané, tout à fait normal d'à peu près n'importe quel humain. En fait, notre capacité de croire est absolument incroyable. C'est bizarre de le dire comme ça, mais c'est vrai. Et on a tous une propension irrésistible à créer des fictions. En fait, à chaque moment, vous créez des fictions qui sont nécessaires pour rendre intelligible non seulement votre quotidien, mais aussi, bien sûr, les grandes questions métaphysiques qu'on peut se poser concernant notre univers, etc. C'était Harari qui disait « Jamais vous ne pourrez faire en sorte qu'un singe se prosterne devant une statue représentant Dieu. » Parce que cognitivement, c'est hyper complexe. Et pourtant, les singes sont un peu moins intelligents que nous, mais il n'y a pas une grande différence en réalité. Mais nous avons franchi un seuil qui nous permet de nous prosterner devant une statue représentant Dieu, ce qui est quand même assez prodigieux.
Derrière ce phénomène de croyance infondée, et Thomas l'a évoqué, il y a l'obsession du monde caché. C'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les croyants, mais pas que chez les croyants. C'est-à-dire que derrière le réel, phénoménal, comme disent les philosophes, il y a derrière ça quelque chose qui n'est pas accessible immédiatement, mais qui est peut-être la réalité ultime, celle qui nous permet fondamentalement de comprendre l'univers. Ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'esprit humain, qui est, je pense, une caractéristique de l'esprit humain. Et cette chose-là, l'obsession du monde caché, ça peut être très dangereux, parce que ça peut donner lieu à des croyances radicales, de mon point de vue, potentiellement dangereuses, mais c'est aussi extrêmement intéressant et nécessaire, et je vous rappellerai que les philosophes, comme les scientifiques, n'ont jamais fait autre chose que d'essayer d'explorer ce monde caché. Qu'est-ce que fait un scientifique, un physicien, un neurologue, un psychologue, un médecin? Il essaye de découvrir des principes qui sont derrière le réel immédiatement accessible. Donc en fait, il y a une très grande proximité entre le croyant, le philosophe, et le scientifique. La grande différence, c'est que ce n'est pas dans la capacité de faire des fictions, c'est dans la méthode que l'on met en place pour tester ces fictions. C'est là que réside la différence. Mais sinon, cette capacité, elle est fondamentale, elle est propre aux humains. Alors, dans l'infinie variété des croyances infondées, je veux dire, il y a une richesse là absolument incroyable, on pourra en citer des milliers, bien sûr. Ce qui est de remarquable, c'est que les psychologues ont montré qu'il y avait des processus cognitifs sous-jacents absolument identiques. C'est-à-dire qu'entre les processus qui conduisent à croire à Dieu, par exemple, ne sont pas très différents des processus qui vous conduisent à croire que quand vous touchez du bois, ça va aller bien. Alors évidemment, pour les croyants, vous pouvez vous sentir offusqué, mais attention, je ne mets pas au même niveau ces croyances. Je dis simplement que les processus qui peuvent amener à croire sont un peu de même nature, et c'est de ça dont je vais vous parler. Enfin, je vais en prendre très peu, parce que n'y a pas beaucoup de temps. Mais auparavant quand même, parce que je ne voudrais pas que vous pensiez que je suis un vilain réductionniste qui ramène tout au fonctionnement du cerveau et processus cognitifs, ce qui n'est pas le cas. En tout cas, je voudrais quand même, avant de rentrer dans le détail, vous proposer un petit schéma général que je crois on aurait toujours intérêt à garder en tête quand on veut comprendre l'origine des croyances. Donc, les croyances infondées. Donc, j'ai défini ce que c'était. Ces croyances infondées, elles sont produites par des processus neurocognitifs. Je veux dire, en dernière instance, c'est votre cerveau qui produit ces croyances, et rien d'autre. C'est votre cerveau. Donc, processus neuronaux, cognitifs, bon, je ne fais pas tellement la différence entre les deux. Ce sont des facteurs internes. Moi, c'est ceux qui m'intéressent, c'est ceux dont je vais vous parler. Mais évidemment, si on ne voyait les choses que comme ça, on serait victime d'une vision extrêmement simpliste et très réduite. Pardon? Vous avez une question? Oui. Bonjour. Quand vous dites que les facteurs internes, notamment cognitifs, neurocognitifs en l'occurrence, est-ce qu'on a vu que par exemple chez un enfant isolé, vraiment isolé du langage, dans une pièce, il y a déjà eu des expériences comme ça par exemple, que ces enfants-là fondent des croyances tout seuls? Pour dire que c'est le cerveau qui produit ces croyances, ça me semble un peu... Alors, si je rentre dans une discussion là-dessus, ça va être un peu long. Si c'est une discussion philosophique, je vous renvoie à un bouquin que j'ai écrit il n'y a pas longtemps qui s'appelle « De l'esprit au cerveau » et j'explique pour lesquels tous nos processus mentaux sont le produit du cerveau. Si vous pensez que c'est le produit d'autre chose, je veux bien, mais il faut me dire sur la base de quoi. Bon, ça marche. Bon, ben en fait, c'était le début de mes recherches à porter là-dessus. Donc c'est un thème que je connais très bien. Mais on ne peut pas le développer ici. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus rien. Si vous n'avez plus de cerveau, vous n'avez plus rien. Et toute personne qui pense que les choses peuvent être autrement, donc ce sont des dualistes, je veux bien discuter avec eux. Juste, je vous renvoie également à un livre qui s'appelle « Les animaux surnaturels ». Non, mais c'est bon, c'était juste pour compléter. Alors,
Je complète par un très bon livre d'un vieux professeur qui s'appelle Les animaux surnaturés, qui rend compte de l'impossibilité de l'homme à se réduire à un fait de nature, et donc à l'impossibilité qu'on a de lâcher notre dualisme. Voilà, c'est un très bon livre. Allez, on va laisser Thierry avancer. Alors, je continue. Et on posera les questions après. Donc, alors, bon, évidemment, vous pouvez contester ce présupposé, mais ça n'a pas beaucoup d'importance de le contester dans le cadre de ce que je vous dis ici. Donc, vos croyances sont le produit de processus neurocognitifs. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien sûr, parce que les processus neurocognitifs sont eux-mêmes sous la dépendance d'autres facteurs internes qui sont, disons, psycho-affectifs ou psychodynamiques, c'est-à-dire les processus qu'appréhendent par exemple les psychologues cliniciens. C'est-à-dire que votre manière de traiter l'information va dépendre de votre état mental général. Donc déjà, on voit que les processus cognitifs, bien sûr, c'est eux qui vont produire des croyances, mais eux-mêmes sont sous la dépendance d'autres facteurs. Et puis les processus internes ou cognitifs sont bien sûr sous la dépendance de facteurs externes, on va dire l'environnement social. Il est clair que vous n'allez pas procéder de la même manière cognitivement en fonction de la société dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une société extrêmement religieuse ou si vous êtes dans une société extrêmement athée, eh bien, les processus qui vont vous conduire à produire des croyances peuvent varier. Et puis, ces facteurs externes, disons l'environnement social, donc culturel, sociétal, tout ce que vous voulez, a aussi un impact important sur les caractéristiques psychodynamiques, sur votre état mental général. Si vous êtes dans un pays en guerre, c'est sûr que votre état psychique, votre niveau de bonheur ou d'angoisse ne va pas être du tout le même que si vous êtes dans un pays en paix. Donc l'histoire est complexe, parce que bien sûr, en dernière instance, c'est les processus cognitifs qui produisent des croyances, mais ces processus cognitifs sont eux-mêmes dépendants de processus psychiques plus généraux et de l'environnement social. Et puis la boucle est bouclée quand on rappelle, et c'est là que c'est très important, que les croyances infondées, quelles qu'elles soient, ont un impact sur la société. Par exemple, les attentats du 11 septembre, c'est le cas de croyances infondées qui a conduit à une action visant à détruire une partie de la société. Et ça se manifeste aussi au niveau du vote. Quand vous allez voter, eh bien, les croyances que vous avez acquises peuvent avoir un impact sur le putain de vote que vous allez mettre. Donc tout ça, c'est un panorama un peu systémique. C'est juste pour rappeler que c'est assez complexe. On ne peut pas réduire les croyances à un type de processus. Alors, je vais commencer par une petite question. Effectivement, Thomas en a parlé, c'est un grand classique, mais je le rappelle, il y en a qui connaissent peut-être déjà, mais c'est pas grave. Je ne savais pas trop par quel bout vous présenter les processus cognitifs qui me paraissent les plus intéressants pour comprendre les croyances infondées, et je suis parti là-dessus. Donc, êtes-vous analytique ou êtes-vous intuitif, pour faire référence à quelque chose qui est très connu en psychologie cognitive depuis 30 ou 40 ans. Je vais vous poser deux petites questions, peut-être que vous connaissez les réponses, mais c'est juste pour vous tester. Un petit exemple arithmétique. Une raquette de tennis et un jeu de balle sont vendus 11 €. La raquette de tennis coûte 10 € de plus que le jeu de balle. Combien vaut le jeu de balle? Bon, c'est très simple, et la plupart des personnes répondent 1 €. Ouais, peut-être que, sans doute que parmi vous, il y en a qui se sont dit, bah oui, 1 € ça a l'air d'être pas mal. Mais en fait, non, c'est faux, parce que si le jeu de balle vaut 1 € et la raquette de tennis 10 € de plus, à ce moment-là, c'est qu'elle vaut 11, et 11 plus 1, ça fait 12, ça marche pas. La bonne réponse, c'est 0,5. Ne me demandez pas pourquoi, parce qu'il y a des étudiants, même 6 mois après, ils me disent, j'ai toujours pas compris. Moi non plus. Ouais, mais bon, vous pourrez y réfléchir après. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez eu tendance à donner une réponse très rapide. Vous avez eu confiance en cette réponse, et elle est fausse. Hein? Première remarque. Tu peux répéter la question? Elle y est, Ah oui. elle y est. Mais on pourra y revenir. Je vais vous donner un autre exemple, qui est très connu aussi. Hein. Et c'est vrai, hein. Pourquoi les femmes très intelligentes se marient-elles très fréquemment avec des hommes moins intelligents qu'elles? C'est vrai, hein, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est tout à fait vrai, on l'a observé. Alors, quand on pose cette question,
beaucoup de personnes recherchent des explications psychologisantes parce qu'elles ont eu l'habitude de dominer dans leur enfance, donc elles ont besoin de dominer leur mari. Non, en fait, c'est à la fois beaucoup plus simple et beaucoup moins intuitif. C'est statistique. Si une femme est très très intelligente, bah, statistiquement, pour trouver un homme plus intelligent qu'elle, ça va être difficile. Si une femme mesure 2,30 m, elle aura du mal à trouver un homme plus grand qu'elle. C'est aussi simple que ça. Mais notre cerveau ne trouve pas ça très spontanément. Et donc, on voit qu'on est amené par un processus extrêmement rapide à produire une réponse erronée. C'est un produit du système intuitif. Et on peut, pour chacun d'entre nous, mesurer notre propension à fonctionner de manière plutôt intuitive ou plutôt analytique. Je dis bien notre propension, ce n'est pas notre capacité, parce que vous avez des personnes qui ont de très grandes capacités analytiques, mais dans un certain contexte, ils vont surtout fonctionner de manière intuitive. C'est pour ça que ce n'est pas qu'une question de capacité, c'est aussi une question de désir. Parfois, les psychologues cognitivistes mettent du désir dans leur théorie. Alors, le système intuitif, je vais le caractériser très rapidement. Après, il y aurait beaucoup de nuances à apporter, mais bon. D'abord, d'un point de vue évolutif, c'est-à-dire d'un point de vue de l'évolution de l'homme, de sa phylogénèse, on considère que c'est un système ancien. Et en fait, les primates non humains disposent quasiment de capacités très proches au niveau du système intuitif que nous-mêmes. C'est un système qui opère très automatiquement et donc très rapidement. Donc il demande peu d'efforts. D'ailleurs, vous l'avez vu sur les petits problèmes que je vous ai posés, pouf, c'est venu tout de suite la réponse, sans avoir trop à réfléchir, sauf que vous êtes trompé. C'est un système qui est sensible à la dimension affective. Ça veut dire que, et émotionnelle, ça veut dire que son objectif, c'est pas simplement de bien identifier le réel, c'est aussi de se faire plaisir en traitant le réel, voire de se rassurer en traitant le réel. C'est un système, si tu peux remettre comme ça, il le voit, c'est un système qui est motivé par donc des principes hédoniques, c'est-à-dire qu'il aime bien se faire plaisir, ce système. Et puis, c'est un système qui est réfractaire à la remise en cause, c'est-à-dire que quand il a produit quelque chose, revenir en arrière, eh bien, c'est extrêmement difficile, extrêmement douloureux. Le système analytique, à l'opposé, il ne faut pas réifier cette distinction, mais on peut l'avoir quand même à l'esprit. Il est beaucoup plus récent d'un point de vue de notre évolution, d'Homo sapiens. Il opère lentement et sous contrôle conscient. La conscience est largement impliquée dans les processus réalisés par ce système-là. Il est assez corrélé à l'intelligence. Il n'y a pas un lien systématique, mais il est quand même relativement corrélé. C'est un système qui est capable d'autocorrection, c'est-à-dire qu'il peut revenir sur les produits de son fonctionnement. Et c'est évidemment un système qui est en relation avec la science. S'il n'y avait pas de système analytique, il n'y aurait vraisemblablement pas de science. Pour finir cette diapo, après je vous réponds. Pour faire gros, c'est un peu grossier, mais en fait, le système intuitif, je dis que c'est un système paresseux. C'est le système par défaut. C'est celui qui se met en marche le plus spontanément, le plus naturellement. Voilà. Et le système analytique, c'est un système exigeant, parce qu'il demande des ressources cognitives, il ne fait pas toujours plaisir, et c'est en rapport avec une question qui a été posée tout à l'heure, c'est un produit de l'éducation. C'est largement un produit de l'éducation, et personnellement, moi, dans mon travail avec mes étudiants, je considère que l'essentiel de ce que je peux leur apporter, ce n'est pas des connaissances sur le fonctionnement du cerveau et tout ça, c'est à parvenir à booster leur système analytique. Parce que quand on a boosté le système analytique et qu'il devient opérant, alors il est capable de faire beaucoup de choses. Je pose la question parce que j'ai entendu que dans l'analytique, il y a qui sous contrôle, oui, la conscience, oui. c'est pour ça que c'est la... Alors, à un certain niveau, tout est inconscient. À un certain niveau, mais bien sûr, vos neurones sont conscients de rien. Et vos neurones produisent de la conscience. Donc à un certain niveau d'analyse, tout est inconscient, évidemment. Mais disons que le traitement analytique opère sous un mode conscient, c'est-à-dire qu'il y a un effort constant pour avoir dans sa conscience les informations dont on a besoin pour avancer.
dans le cas d'un traitement intuitif, on peut aller à une conclusion sans même avoir conscience des étapes de la pensée, du raisonnement qui nous ont conduit à cette conclusion. C'est en ce sens-là qu'on peut dire que le système analytique opère de manière plus consciente. Je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Alors, de ce point de vue-là, globalement, ce que l'on montre, parce qu'il existe des tests très précis pour mesurer le poids relatif de votre système intuitif ou analytique, ce que l'on montre, c'est que les sujets les plus intuitifs sont, en moyenne, bien sûr, c'est jamais systématique, les plus croyants, et les sujets les plus analytiques sont les plus sceptiques. Et en ce sens-là, Pascal avait tout à fait raison lorsqu'il disait « c'est avec le cœur qu'on perçoit Dieu et non avec la raison ». Le cœur, c'est le système intuitif dans le vocabulaire de Pascal, et la raison, c'est le système analytique, effectivement. Et de ce point de vue-là aussi, finalement, l'art du gourou, l'art du très bon gourou, souvent il ne sait même pas qui fait ça, mais c'est ce qu'il fait, eh bien, c'est d'arriver à solliciter le système intuitif et à inhiber le système analytique. Parce que quand vous avez suffisamment inhibé le système analytique, vous pouvez faire sans problème prendre des vessies pour des lanternes. C'est très facile de convaincre quelqu'un à partir du moment où vous avez inhibé son système analytique. Et je dirais que même l'art du politicien populiste, malheureusement dans le monde en ce moment il y en a pas mal, n'est pas très différent. Parce que le politicien populiste va exploiter, on va dire, la faiblesse, la paresse du système intuitif. Et il va jouer sur des émotions, sur des raisonnements tronqués qui font mouche, parce que nous fonctionnons intuitivement. Je vous rappelle qu'un des grands slogans à l'époque nazie, c'était celui-ci, 500 000 juifs, 400 000 chômeurs. Ça a l'air de marcher comme ça, si vous réfléchissez pas trop. Ah bah oui, 500 000 juifs, 400 000 chômeurs, si on fait disparaître les 500 000 juifs, il n'y a plus de chômeurs. Ils vont prendre le travail des juifs. Sauf que ça ne marche pas du tout comme ça. Seulement, vous noterez que même aujourd'hui, certains partis français continuent, d'une manière à peine édulcorée, de reprendre exactement le même slogan, qui fait appel au système intuitif, parce que d'un point de vue de l'analyse, ça ne résiste pas une seconde, ça ne marche pas comme ça, économiquement parlant. Le problème, c'est qu'on peut craindre aujourd'hui que la circulation de l'information sur Internet fait énormément appel à notre système intuitif. Et c'est probablement la raison qui fait, je ne vais pas trop de rentrer dans le détail, on considère que les informations fausses circulent 6 fois plus vite que les informations valides. Et c'est pas pour rien, parce que les informations fausses sont souvent des informations qui vont nous choquer, mais qui vont aussi nous convaincre du fait de leur simplicité. Et le cerveau humain est victime d'un biais qui fait que lorsque c'est simple, ça apparaît plus crédible que quand c'est compliqué. Le problème, c'est que la vie n'est pas simple. Donc, c'est très problématique. Alors, je vais maintenant vous présenter 2 processus cognitifs qui me paraissent importants pour comprendre la production de croyances, mais il y en a quantité. Donc là, j'ai fait une petite extraction de choses que j'ai racontées dans mon livre. Le premier processus dont on ne parle pas beaucoup, qui s'appelle en anglais « jumping to conclusion », donc sauter sur la conclusion, associé à un traitement partiel de l'information, c'est le processus qui fait qu'on a tendance à conclure, en général, de manière trop hâtive. Et quand on a conclu trop rapidement, sur la base d'un traitement incomplet de l'information, cette conclusion va se fixer, se cristalliser, et la remise en cause devient très difficile. Eh bien, on peut mesurer chez chacun d'entre vous votre propension à conclure plus ou moins vite. Ça peut se mesurer. Alors voilà comment on fait. On présente des urnes avec des boules rouges et des boules vertes. Une, il y a beaucoup de boules rouges, 80%, et l'autre, beaucoup de boules vertes, 80% de boules vertes. Et ensuite, on dit à des sujets, voilà, on va tirer des boules au hasard de l'urne, et vous devez dire, quand vous êtes certain qu'il s'agit de l'urne A ou de l'urne B, celle dans laquelle il y avait les boules rouges ou celle dans laquelle il y avait les boules vertes. Et on simule,
on simule bien sûr, parce que c'est l'expérimentateur qui le contrôle, comme vous le voyez ici, on simule des sorties, on extrait des boules de manière aléatoire, et on regarde à quel moment le sujet va dire « ouais, là maintenant, je suis certain, c'est l'urne A ». C'est ce que vous devriez dire. Hein. Je suis absolument certain. Et on va comme ça assez loin. Et ce dont on se rend compte, c'est que plus les sujets ont tendance à conclure rapidement, plus ils ont tendance à faire fonctionner leur système intuitif, évalué par d'autres tests, et plus ils ont tendance à être croyants. Donc c'est une caractéristique des croyants, c'est la rapidité avec laquelle vous allez conclure. D'accord ? Alors que les sceptiques, eh bien, ils vont y différer le moment de valider une conclusion. Et tout ça, c'est associé avec un traitement partiel de l'information. Je donne un exemple d'actualité, peut-être que vous avez entendu, c'était le mois dernier, un message anti-vax qui faisait remarquer qu'en Israël, 3 personnes sur 5 hospitalisées sont vaccinées. Ce qui était, théoriquement, un argument pour dire, vous voyez, le vaccin, ça ne marche pas. Sauf que ça ne tient absolument pas la route, comme vous le savez sans doute, parce qu'en Israël, il y a 85% de personnes vaccinées, donc ce ratio est au contraire une confirmation du fait que le vaccin fonctionne super bien. De toute façon, s'il y avait 100% de personnes vaccinées, il n'y aurait que des personnes vaccinées hospitalisées, forcément. Hein. Donc c'est complètement débile, sauf que pour beaucoup de gens qui ont envie de se faire plaisir, puisqu'ils ont envie de confirmer leur croyance que le vaccin c'est très dangereux, ils vont faire fonctionner ce biais de jumping to conclusion, c'est-à-dire ils vont conclure hâtivement sans prendre en compte la totalité des informations. Et le pire dans tout ça, je n'ai pas le temps de le préciser ici, c'est que les personnes qui sont le plus victimes de ce biais sont celles aussi qui ont le plus de mal à rejeter leurs conclusions. Puisqu'on peut faire le même test, c'est-à-dire une fois qu'on a fait ça, on leur donne des informations contraires à leurs conclusions, et on regarde à quel moment ils disent « Ah non, je me suis trompé ». Eh bien, ceux qui ont conclu le plus vite, c'est ceux qui vont reconnaître le plus tard qu'ils se sont trompés. Donc avec ça, on a un ensemble de processus qui rendent la croyance très très probable chez ces personnes-là. Un autre exemple qui est très connu, Thomas en a parlé, donc je vais quand même aller assez vite. Thomas l'a dit, quand vous observez des éléments, des phénomènes concomitants, vous avez tendance à attribuer, nous avons tendance à attribuer une relation causale entre le phénomène au temps t et le phénomène au temps t plus 1. Le cerveau est fait pour ça, et c'est très utile, parce que identifier des relations causales dans notre environnement, c'est vital pour survivre. Sauf que nous le faisons un peu trop. Et quand c'est associé à jumping to conclusion, ça conduit à peu près à n'importe quoi. Bon, je vous donne un exemple tout simple, c'est très difficile de résister. Je veux appeler un ami que j'ai pu appeler depuis 2 ans, au téléphone, hein, voilà. Et au moment où je l'appelle, je reçois un texto de lui. Ça faisait 2 ans qu'il ne m'avait pas écrit, que je n'avais pas écrit. Comment résister à l'inférence selon laquelle ça ne peut pas être le hasard? Comment résister à ça? C'est extrêmement difficile. Je pourrais vous donner d'autres exemples justement au sujet de mon hémorragie interne, tout à fait rigolo, dans lequel moi-même je suis tombé, dans le piège. C'est très difficile. Un autre exemple, vous avez un lumbago, vous allez voir un médecin, un magnétiseur, ou je ne sais pas quel gourou de médecine alternative, et le lendemain, vous n'avez plus mal. Comment ne pas supposer qu'il vous a guéri? En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé justement comment des sujets, en fonction de leur niveau de croyance générale, en fonction de la force de leur système intuitif, comment ils traitaient ces relations dans le cas d'un traitement thérapeutique. Quand vous voulez évaluer l'effet d'un médicament, en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous administrez le médicament, vous regardez si vous guérissez, ou bien vous ne l'administrez pas, vous voyez si vous guérissez ou pas, etc. En réalité, ça donne un tableau ici à 4 cases. Tout essai thérapeutique passe toujours par l'analyse de ce tableau à 4 cases et rien d'autre. Donc, soit traitement, soit pas traitement, soit guérison, soit pas guérison.
Et donc on a pris des sujets comme ça, plutôt sceptiques ou plutôt croyants, qu'on a pré-testés avant, et puis on leur a fourni des cas. On leur a dit voilà, on a traité tel patient qui était malade, voilà ce qui s'est passé, puis ensuite celui-là, voilà ce qui s'est passé. Et puis au bout d'un certain nombre de cas, une centaine de cas, on leur dit voilà, qu'est-ce que vous pensez maintenant du médicament ? Ça, il est bon, ça a marché ou ça n'a pas marché ? Et là, ce qu'on observe, c'est que les sujets croyants de manière générale, les sujets qui fonctionnent surtout sous un monde intuitif, vont conclure à l'effet du médicament, même quand il n'y en a pas. Et les sujets les plus sceptiques, en moyenne, les plus analytiques, ne vont pas conclure à l'effet du médicament quand il n'y a pas d'effet du médicament. Alors, pourquoi ? Eh bien, en fait, et vous pouvez le tester auprès des gens qui croient à certaines médecines alternatives autour de vous, en fait, quand on regarde qu'est-ce que les sujets ont pris en compte, en fait, ils ont pris en compte essentiellement la case en haut à gauche. J'ai donné un médicament et j'ai guéri. Un peu moins, j'ai donné le médicament et je n'ai pas guéri. Et ils prennent quasiment pas du tout en compte l'absence de traitement et le fait que l'on guérisse. Et c'est ce que je dis toujours à des gens qui soignent à l'homéopathie, il doit y en avoir parmi vous. Mais pour savoir, être sûr que ça marche, est-ce que tu as essayé de voir si tu guérissais sans prendre le médicament ? Oui, oh ben non, parce que sinon je suis malade. Ouais, bon, donc c'est circulaire et on ne peut pas s'en sortir. Donc ça, c'est un autre élément très très important des croyances, c'est effectivement notre rapidité à établir des relations causales entre événements singuliers. D'où la nécessité, et ça je l'ai ressassé un nombre incroyable de fois pendant cette pandémie, arrêtez de regarder, d'écouter des témoignages, regardez des statistiques. Il n'y a que ça qui vous dira quelque chose. Sinon, ça ne veut strictement rien dire. Mais pour des tas de raisons, on préfère les témoignages que les statistiques. Alors, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais... Mais franchement, normalement, c'était 45 minutes. On a eu 3 questions dans la conférence. Donc, le débat sera un peu plus court à la fin. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que j'ai indiqué qu'il y avait une relation entre système intuitif, système analytique et le niveau de croyance. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est qu'on peut, chez un même sujet, le faire basculer d'un mode intuitif ou d'un mode analytique. Par exemple, c'est une expérience très rigolote de Gervais et Norenzayan. Ils ont montré ces deux images que vous avez à l'écran, donc à gauche le penseur de Rodin et à droite le disco-ball. Et après avoir perçu ces images, on a demandé à des sujets, de résoudre des petits problèmes comme ceux que je vous ai montrés au départ, ou de se prononcer sur certaines croyances religieuses. Ce qui est incroyable, c'est que quand les sujets voient le penseur de Rodin, ils sont meilleurs pour résoudre les problèmes arithmétiques et autres que je vous ai montrés, donc ils font davantage fonctionner leur système analytique, et ils sont moins certains de leurs croyances religieuses. Alors que quand on met le disco-ball, c'est le contraire, ça a tendance à accentuer le niveau de croyances religieuses et à les induire en erreur lorsqu'ils vont résoudre des petits problèmes de ceux que je vous ai posés tout à l'heure. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais tout ça pour dire que de petites manipulations ont un impact incroyable sur le type de système de traitement d'information qu'on va utiliser. Je perds un peu de temps quand même. 5 minutes. Ouais, bon, 7 minutes. Voilà. C'est trop bon. Ça ira, ça ira. Alors, de la même manière, un choc émotionnel peut avoir un impact énorme sur les croyances. C'est pour ça qu'on voit bien que les aspects cognitifs ne sont pas dissociés d'aspects psychodynamiques, émotionnels, etc. Je ne résiste pas à vous citer cette phrase d'un astronaute qui est parti sur la Lune lors de la mission Apollo, je ne me rappelle plus lequel c'était d'ailleurs. Armstrong. Je ne sais pas si c'était... Je ne sais pas. Il y en a eu plusieurs, donc je ne sais pas. Qui dit la chose suivante. Après être revenu sur la Lune, la présence du divin est devenue presque palpable. Et j'ai su alors que la vie dans l'univers n'est pas juste un accident fondé sur les processus aléatoires. Rappelez-vous que les croyants ne supportent pas les processus aléatoires. Cette connaissance m'est advenue directement. Qu'est-ce que ça veut dire, cette connaissance m'est advenue directement ? C'est-à-dire, je n'ai pas eu besoin de penser, je n'ai pas eu besoin de raisonner. Elle m'est venue directement, sans le biais de l'analyse. En fait,
C'est le système analytique intuitif qui s'est imposé et qui a produit cette croyance qui, compte tenu de ce moment d'émotion gigantesque, était absolument satisfaisant pour cette personne-là. Donc on voit à quel point les émotions peuvent avoir un impact considérable. De la même manière, et ça on l'a testé empiriquement aussi, le stress, le sentiment de perte de contrôle, la résistance à l'ambiguïté ont un impact très grand sur votre niveau de croyance. Je vais prendre l'exemple du stress. Il suffit qu'on stresse un sujet avant une expérience, bon, il y a des tas de manières de le faire, pour booster son niveau de croyance et pour booster son système intuitif. Sentiment de contrôle. On a tous un sentiment de contrôle qui varie dans notre vie. Je pourrais vous demander entre 0 et 10, d'accord ? Ce sentiment de contrôle peut varier. Si on vous apprend que vous avez un cancer, il va diminuer, c'est clair. Eh bien, plus le sentiment de contrôle est faible, plus le niveau de croyance s'accentue. Donc, c'est une illustration de ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire que des facteurs internes d'ordre psycho-affectif ou psychodynamique peuvent avoir un impact sur des facteurs strictement cognitifs. Maintenant, sur l'autre dimension, c'est-à-dire les facteurs extrinsèques, l'environnement social, il y aurait énormément de choses à dire, mais je voudrais mettre l'accent sur un seul point, c'est le rôle de la confiance. Parce que la confiance, ou la défiance, c'est pareil, ça a été un élément déterminant, notamment dans l'essor du complotisme ces dernières années, et notamment pendant la pandémie. Rappelons-nous, et ça va nuancer une définition que j'ai donnée tout à l'heure, que nous croyons, nous savons, la distinction n'est pas si claire que ça finalement, par procuration. Nous croyons toujours, nous savons en deuxième main. Ce n'est pas nous qui avons acquis la connaissance directement, dans bien des cas, nous l'avons acquise grâce à d'autres. Si je prends deux exemples, comment savez-vous que la vie sur Terre est apparue il y a 3,5 milliards d'années? Vous l'avez vérifié quelque part? Jamais, sauf si vous êtes paléontologue, probablement non. Comment savez-vous que les vaccins nous protègent, si jamais vous croyez qu'ils nous protègent? Comment savez-vous? Vous n'en savez rien. Vous n'êtes pas virologue, vous n'êtes pas médecin, donc, enfin pour la plupart, donc vous avez ni les connaissances théoriques réelles pour le dire, ni les connaissances empiriques. En fait, vous savez ou vous croyez parce que vous faites confiance à certaines personnes, notamment aux scientifiques. Et c'est là qu'on voit que la distinction entre croyants et sceptiques n'est pas aussi claire que cela. Et aujourd'hui, j'accélère un peu parce que je sens une pression de chaque côté, il se trouve que la confiance s'est déplacée. Comme on le dit souvent, la transmission verticale de l'information, on n'y croit pas trop, c'est une transmission horizontale qui devient prédominante, c'est-à-dire ce que dit le personne qui est proche de moi, mon ami, etc. Et la parole qui vient des experts est discréditée. Et malheureusement, les hommes politiques y contribuent, et le premier d'entre eux, bien sûr, c'est Donald Trump. Je vous rappellerai donc cet échange entre Donald Trump et un scientifique qui, lors des grands incendies de Californie, donc l'année dernière, il dit à un scientifique qui est là, bah, « Vous inquiétez pas, ça va commencer à rafraîchir, vous allez voir. » Et le scientifique de lui répondre, bah, « J'aimerais que la science soit d'accord avec vous. » Et Trump, sans se dégonfler, comme d'habitude, je ne pense pas que la science sache réellement. Ah oui. Et ça, c'est renforcé par une autre de ces tweets absolument hallucinants. Mon instinct est plus fiable que le cerveau des autres. Autrement dit, il ne comprend pas ce qu'il dit, mais mon système intuitif est bien plus puissant que le système analytique de ces scientifiques qui disent n'importe quoi. Donc faites-moi confiance, ne faites plus confiance à ces personnes qui raisonnent, qui réfléchissent, qui vous sortent des arguments rigoureux. Ayez confiance en mon intuition. Et le tout, alors là, c'est l'apothéose, quand il dit « la vérité n'est pas la vérité ». C'est Trump, hein. Ça, là, il défie la logique la plus fondamentale, c'est-à-dire la loi de non-contradiction. A n'est pas A. La vérité n'est pas la vérité. Une fois qu'on a ça en tête, vous pouvez croire absolument n'importe quoi. Il n'y a plus un obstacle à rien. Rien.
Et donc, moi, je suis inquiet de cette société où on a des hommes politiques qui renforcent une pente naturelle très dangereuse. Pour conclure, je crois malgré tout, même si on peut mettre l'accent sur des choses différentes selon notre sensibilité scientifique, notre discipline, qu'on connaît assez bien les facteurs et les processus qui produisent les croyances infondées. Vraiment, franchement, il y a quand même un consensus assez fort. En revanche, il faut bien le reconnaître, nous sommes encore assez démunis quand il s'agit d'agir sur ces processus, et donc nous sommes encore assez démunis pour faire en sorte que des gens qui sont croyants d'une manière dangereuse puissent sortir de cette croyance. Je ne dis pas qu'on n'y arrive pas, il y a quand même des choses qui sont faites, mais il y a un décalage entre notre compréhension des processus qui produisent des croyances et notre maîtrise de ce qu'il faudrait faire pour éviter que ces croyances se pérennisent ou deviennent dangereuses. Merci. Alors, merci. Je m'excuse, je voudrais vous donner la parole.